Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, 14h à Yaoundé au Cameroun. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Le ministre en charge des Affaires étrangères édifie le corps diplomatique sur la pénurie du carburant au Mali. Pour le chef de la diplomatie malienne, cette situation a été artificiellement créée. Vous l'entendrez dans cette édition. La politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et son plan d'action 2024-2028 en débat. L'exercice vise à s'approprier et à clarifier le rôle de chaque acteur pour une mise en œuvre réussie du document de référence. En Mauritanie, la Cour suprême confirme la condamnation à 15 ans de prison de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. C'est l'épilogue d'un long feuilleton judiciaire. Le chrono tourne pour Paul Biya qui entame son nouveau septennat, le 8e depuis 1982. Le président camerounais a prêté serment ce jeudi à la faveur d'une cérémonie solennelle. La 30e conférence des Nations Unies sur le climat s'ouvre le lundi prochain à Belém au Brésil. Les chefs d'État se réunissent ce jeudi pour débattre des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui ne cessent d'augmenter. Belle entrée du Mali à la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar. Il a battu hier la Nouvelle-Zélande par 3-0. Dans le viseur de la chronique judiciaire, le chantage et l'extorsion, deux phénomènes sévèrement punis par le code pénal. De quoi s'agit-il et quelles sont les causes? On vous répond en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Face à la pénurie du carburant, le ministre en charge des Affaires étrangères donne des informations de première main au corps diplomatique. Par la même occasion, consolider les dialogues avec les partenaires internationaux. De la discussion jaillit la lumière, dit-on. Les diplomates se disent rassurés de l'engagement du gouvernement à trouver rapidement une solution à la crise et saluent la résilience du peuple malien. Khadija Doukone était au siège de la diplomatie malienne à Koulouba pour Mali Actualité. Dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambiance était à la concertation. Le chef de la diplomatie malienne a longuement échangé avec les diplomates sur la situation actuelle du pays, notamment celle sécuritaire. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. S'agissant en particulier de la situation sécuritaire aujourd'hui qui préoccupe les uns et les autres, je voudrais reconnaître et saluer la bravoure des forces de défense et de sécurité du Mali. Dans ce contexte sécuritaire en particulier, le Mali a fait le choix de continuer à travailler pour la mutualisation de nos efforts de défense, notamment dans le cadre de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel, où des efforts importants sont faits pour pouvoir inverser la tendance tout en gardant la porte ouverte pour une collaboration avec des pays voisins qui le souhaitent pour que nous puissions œuvrer ensemble sur le plan de la défense et de la sécurité de notre pays tient. Autre sujet de préoccupation, la pénurie de carburant qui affecte depuis plusieurs semaines les activités économiques et la mobilité des citoyens. Sur la situation particulière que ce qui est convenu d'appeler pénurie des produits pétroliers, qui est une pénurie créée, parce qu'en réalité, on n'a pas failli par rapport à nos capacités de pouvoir importer ou exporter ou mettre ces produits à la disposition des Maliens, mais c'est une situation qui est artificiellement créée. Même les étrangers qui vivent parmi nous ont fait preuve d'une grande résilience, mais aussi d'une grande dignité. Rendre hommage aussi à tous les acteurs qui ont été impliqués à la fois dans l'importation des produits pétroliers ou même d'autres produits, pour le dédouanement, la sécurisation, le transport et la distribution de ces produits. Le doyen des diplomates a réitéré la disponibilité des ambassadeurs à poursuivre leur collaboration avec le Mali dans les domaines de la sécurité, du développement et de l'aide humanitaire. Igor Anatolievich Gromyko, ambassadeur de Russie au Mali. On behalf of the diplomatic corps, nous sommes convaincus que le Mali, fort de la sagesse de sa direction et de la résilience de son peuple, saura surmonter les difficultés actuelles. Au nom du corps diplomatique, je souhaite réaffirmer notre disponibilité à poursuivre nos efforts en faveur du renforcement de la compréhension mutuelle, du développement des relations bilatérales et multilatérales, ainsi que de la promotion d'actions conjointes
tendant à assurer la paix, la sécurité et la prospérité du peuple malien. Selon plusieurs participants, les échanges ont été francs et constructifs, une initiative qu'ils considèrent comme un signe d'engagement de la part des autorités maliennes. Rachna Korouen, ambassadrice des États-Unis au Mali. J'ai beaucoup apprécié les informations fournies aujourd'hui ainsi que l'échange franc. Les États-Unis se tiennent à côté du peuple malien face à la violence terroriste persistante. Les diplomates ont aussi rendu un hommage au peuple malien pour sa résilience et son courage malgré les difficultés d'approvisionnement en carburant et qui continuent de faire preuve de patience et de solidarité. Abdou Adamou, ambassadeur du Niger au Mali. Au nom des plus hautes autorités nigériennes, pour saluer la résilience et la patience du peuple malien, un peuple voyant qui n'a pas tremblé par rapport à la situation de la pénurie du carburant. Julienne Dambélé Sanon, ambassadrice du Burkina Faso au Mali. Féliciter le peuple malien pour sa résilience. Je félicite le gouvernement malien qui a été vraiment résilient également. Cette situation va passer, Inch'Allah. Et dire également toute la solidarité des pays de l'AES à l'endroit du peuple frère du Mali. Cette rencontre a été jugée positive par les participants qui y voient un pas de plus vers une meilleure coordination des actions entre le Mali et ses partenaires. Ce dialogue diplomatique se veut désormais plus régulier et plus constructif face aux défis du moment. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. Première escale, la Mauritanie, où la Cour suprême confirme la condamnation à 15 ans de prison de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Il était poursuivi pour enrichissement illicite et trafic d'influence. Cette décision met un terme à un long feuilleton judiciaire et scelle définitivement le sort de celui qui a dirigé la Mauritanie pendant plus de 10 ans. Âgé de 69 ans, Mohamed Ould Abdelaziz avait initialement été condamné à 5 ans de prison ferme en décembre 2023. En mai 2025, la Cour d'appel avait porté la peine à 15 ans, estimant qu'il avait tiré profit de ses fonctions pour accumuler une immense fortune. La Cour suprême, saisie par sa défense, a rejeté son recours et confirmé la décision d'appel. Pas de condamnation au Cameroun, plutôt une cérémonie solennelle d'investiture. Le président Paul Biya a prêté serment ce jeudi pour son 8e mandat. Il a exactement 43 ans du premier rituel auquel il s'est livré le 6 novembre 1982. Pas moins de 1500 cartons d'invitation ont été adressés aux autorités du pays et au corps diplomatique. Le président camerounais prête serment au moment où la tension reste vive en Tanzanie. La présidente Samia Suluhu Hassan pointe du doigt les jeunes étrangers dont plusieurs ont été interpellés lors des violences post-électorales. Manifestations violemment réprimées qui auraient fait plus de 1000 morts selon des organisations de défense des droits humains. Lors de son investiture lundi, la présidente tanzanienne a promis un retour rapide à la normale. De son côté, la police met en garde contre la diffusion d'images susceptibles de provoquer la panique alors que l'accès à Internet reste très limité. Autre pays en proie à des violences, le Soudan. Les autorités soudanaises rejettent la trêve proposée par les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministre de la Défense à la télévision nationale. Pour Khartoum, il n'est pas question de discuter avec les forces de soutien rapide considérées comme une milice génocidaire qui doit être condamnée par la communauté internationale. Depuis septembre, l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, mène des discussions avec des partenaires régionaux pour finaliser le projet d'une trêve au Soudan sans succès, disons pour l'instant. Si le bout du tunnel est très loin au Soudan, le Congo-Brazzaville, en revanche, respire un bol d'air frais. Le pays a effectué hier son retour sur les marchés financiers internationaux après 20 ans d'absence. Concrètement, Brazzaville a émis un titre obligataire pour un montant de 670 millions de dollars américains, soit plus de 400 milliards de francs CFA. Cette émission de titres obligataires a été placée sur le marché principal de la bourse de Londres. En échange, la somme servira à refinancer une partie de la dette congolaise qui arrivait à échéance. Au même moment, la Chine s'oppose à l'ingérence américaine au Nigeria. Le président Donald Trump a récemment évoqué une possible action militaire en raison d'une supposée persécution des chrétiens dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Des propos qui font réagir Pékin qui s'oppose à tout pays qui s'intègre dans les affaires intérieures d'autres sous prétexte des religions ou des droits de l'homme. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. En tant que partenaire stratégique global, la Chine soutient fermement le gouvernement nigérian dans sa volonté de conduire
conduire son peuple à suivre une voie de développement adaptée à ses conditions nationales, a-t-il ajouté. Autre réplique, c'est celle du président russe Vladimir Poutine au propos de son homologue américain. Donald Trump a ordonné le 30 octobre dernier au Pentagone de commencer à tester les armes nucléaires. Kremlin a affirmé hier envisager une reprise des essais nucléaires si et seulement si les États-Unis les entament. Le nucléaire et le climat ne font pas certainement bon ménage. Le monde se retrouve à partir de lundi à Belém, au poste de l'Amazonie brésilienne, pour la 30e conférence des Nations Unies sur le climat. 143 délégations sont attendues à ces rendez-vous. En prélude, les chefs d'État se réunissent ce jeudi et demain vendredi autour des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui ne cessent d'augmenter. Autre problématique à l'ordre du jour, le manque d'argent au Sud pour opérer la transition énergétique dans cette partie du monde et s'y préparer au changement climatique. Retour ici au Mali où le ministère en charge des affaires religieuses ouvre les débats sur la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et son plan d'action 2024-2028. La réflexion permet aux acteurs intervenant dans le domaine de s'approprier ce document de référence. L'intérêt de l'exercice est de clarifier aussi les rôles de chaque acteur et de poser les jalons d'une mise en œuvre réussie du plan d'action de la politique nationale contre l'extrémisme violent. Arédjou Martina était à l'ouverture des travaux. L'ONG Think Peace multiplie les initiatives pour jouer sa partition dans la lutte contre l'extrémisme violent, qui est un fléau qui ébranle la stabilité des États et fragilise la paix et la cohésion sociale. Face à cette réalité, il est nécessaire de mettre en place des réponses politiques inclusives et concertées, d'où cet atelier national d'appropriation des parties prenantes sur le document de la politique nationale de prévention de lutte contre l'extrémisme violent et de son plan d'action national 2024-2028. Abdoukoula Bokomo, coordinateur national de l'ONG Think Peace. Aussi pertinente soit-elle, une politique publique ne produit d'impact durable que lorsqu'elle est connue, comprise et portée collectivement. Nous espérons que les 2 jours de travaux permettront de clarifier les rôles et responsabilités, de renforcer la coordination multisectorielle et de poser des bases d'une mise en œuvre concertée et efficace du plan d'action 2024-2028. L'initiative de Think Peace est soutenue par le ministère des Affaires étrangères du Danemark à travers le fonds d'appui aux moteurs du changement FAMOC. Frédéric Kabouré, chef d'équipe de FAMOC. Cet atelier que nous avons le plaisir de soutenir représente une étape essentielle pour renforcer la compréhension commune et pour clarifier le rôle que chaque acteur doit jouer dans sa mise en œuvre. Les ministres en charge des affaires religieuses et de l'enseignement supérieur n'ont pas manqué d'apporter des éclairages à propos de la question de radicalisation. Dr Mohamedou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Cette politique qui couvre jusqu'à 16 ministères au Mali est une politique qui doit être prise en charge par tout un patriote et par tous les nationaux, même les internationaux. Il n'y a aucune religion de barbarisme. Les religions sont là pour la tolérance, pour le dialogue, pour l'acceptation de l'autre et pour la paix, la quiétude. Ont participé à cet atelier national d'appropriation de la politique nationale de prévention de lutte contre l'extrémisme violent et de son plan d'action 2024-2028, les organisations de la société civile, les leaders religieux ainsi que les légitimités traditionnelles. Oui, des légitimités traditionnelles qui peuvent également contribuer à protéger, à promouvoir les droits des enfants. Des enfants qui disposent d'un nouveau document de plaidoyer qu'ils ont eux-mêmes élaboré. Il est au centre d'un atelier en vue de sa finalisation. Le document rappelle certaines priorités des tout-petits, dont l'accès à un enseignement de qualité, à la bonne santé ou encore à la bonne nutrition. Il sera présenté le 20 novembre prochain à la faveur de la Journée mondiale de l'enfance. Le compte-rendu est signé Bokar Koulibaly. Les acteurs engagés dans la promotion des droits de l'enfant se sont réunis pour finaliser le document de plaidoyer destiné à placer les enfants au cœur des politiques publiques. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la femme, de l'enfant et de la famille. Parmi celles-ci, plusieurs priorités ont été identifiées. Moussa Kone, spécialiste de la politique sociale à l'UNICEF au Mali. Il s'agit, pour ce qui concerne l'éducation, que chaque enfant ait accès à un enseignement de qualité. En matière de santé et de nutrition, les enfants souhaitent que chaque enfant grandisse en bonne santé. Pour ce qui concerne la protection, ils souhaitent que chaque enfant vive à l'abri de la violence et de l'exploitation.
Enfin, dans le domaine de la protection sociale, nos chers enfants souhaitent que chaque famille dispose des moyens de résilience et vive à l'abri de la pauvreté. Élaborés par les enfants eux-mêmes, ces documents de plaidoyer ambitionnent de donner une voix forte et crédible aux enfants afin d'impulser une nouvelle dynamique dans la promotion et la protection de leurs droits. Sidi Mohamed Koulibaly, conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cet atelier vise comme objectif majeur de produire des notes de synthèse budgétaires qui serviront de base à un plaidoyer solide auprès des décideurs, de finaliser la note de plaidoyer des enfants qui sera présentée officiellement le 20 novembre à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, et renforcer la collaboration intersectorielle afin que chaque ministère intègre les droits de l'enfant dans ses politiques de budget. Cette initiative marque une étape importante vers un Mali où chaque enfant compte, s'exprime et contribue à bâtir l'avenir qu'il mérite. Belle entrée du Mali à la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar. Les Aiglonnais ont battu hier leurs homologues de la Nouvelle-Zélande par 3-0. Sur le vieux continent, la 4e journée de la Ligue des champions d'Europe s'est achevée hier. On en parle dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature d'Isaac Tienou. Football, le Mali a parfaitement lancé sa Coupe du Monde chez les moins de 17 ans en s'offrant assez facilement ses 3 premiers points de la compétition. Seydou Dambélé, Zoumana Ballo et Raymond Bomba ont marqué pour le Mali respectivement au 17e, 55e et 78e minute de jeu. Le Mali fera sa prochaine sortie contre l'Autriche samedi. Médaille de bronze en titre, le Mali a tenu son rang. Mauvaise entame en revanche pour le Burkina Faso, battu d'entrée 1-0 par les États-Unis, tandis que l'Ouganda a été dominé par le Canada 2-1. Démarré lundi dernier, la compétition se poursuivra ce jeudi avec la 2e journée. En ce qui concerne les représentants africains, le programme prévoit Portugal-Maroc à 13h30, de même que Argentine-Tunisie. Sénégal-Costa Rica et Qatar-Afrique du Sud se joueront à partir de 15h45. Ligue des champions d'Europe, la 4e journée a pu faire hier soir avec plusieurs rencontres. Les résultats suivants ont été enregistrés. Manchester City a battu Dortmund par 4-1. Newcastle a dominé Atletico Bilbao par 2-0. Galatasaray est allé battre l'Ajax par 3-0. FC Bruges et le FC Barcelone ont fait match le 3 buts partout. Le Leverkusen est allé battre Benfica par 1-0. Gladbach et Chelsea ont fait match le 2 buts partout. Pendant que Pafos a dominé Villarreal par 1-0. Inter Milan est venu à bout de Almaty 2-1 et Marseille a été dominé à domicile par Atlanta 1-0. Football féminin pour terminer. Ligue des champions féminines. La compétition se déroulera du 8 au 21 novembre 2025 en Égypte sur 2 sites. Le stade de Canal de Suez à Ismailia et le stade Right to Dreams au Caire. Elle promet donc 2 semaines de football spectaculaire et de haut niveau. Les militaires de l'ISFAS évolueront dans le groupe A en compagnie de l'ASFAR, du FC Massar et du 15 de Agosto. Le représentant malien fera sa première sortie contre le 15 de Agosto de la Guinée équatoriale. Le match d'ouverture offrira donc un duel 100% nord-africain entre le FC Massar, 3e de la dernière édition, et l'ASFAR du Maroc, championne d'Afrique 2022. Cette rencontre se disputera donc au stade de Canal de Suez à Ismaili. Le vainqueur de cette compétition repartira avec une somme de $600,000, soit environ 390 millions de francs CFA, tandis que le finaliste recevra $400,000, soit environ 260 millions de francs CFA. Bonne chance à l'ISFAS du Mali pour une première expérience. Nous restons avec Isaac Tienou pour parler de la leçon du sport. Elle porte ce jeudi sur le pentathlon moderne. C'est une épreuve sportive constituée de 5 disciplines, notamment l'escrime, la natation ou encore la course à pied. Allons à sa découverte. Le pentathlon moderne est une épreuve sportive qui combine 5 disciplines. C'est un sport olympique qui teste à la fois les compétences physiques et mentales des athlètes. Le pentathlon moderne a été conçu pour refléter les compétences d'un soldat et il a été introduit aux Jeux olympiques en 1912, nous précise Ismaël Lingani, président de la Fédération malienne de pentathlon moderne. Le pentathlon moderne a été créé par le baron Pierre de Coubertin. Il a été introduit pour la première fois aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912. L'objectif était de représenter l'athlète complet. Depuis, il a évolué notamment avec l'introduction de l'Azeron, combine avec les tirs et courses à pied pour plus de dynamisme.
La fédération du pentathlon moderne est une jeune fédération dans notre pays, mais qui fait déjà son petit bonhomme de chemin. Nous avons commencé les activités proprement dites en pentathlon moderne depuis 2017. C'est en 2022 que nous avons eu notre récépissé ainsi que l'agrément provisoire du ministère. Et depuis sa mise en place, la fédération s'est engagée dans la promotion de la discipline à travers la création des ligues, l'organisation des compétitions locales, la participation à toutes les compétitions internationales. La première règle du pentathlon moderne, selon l'Union internationale de la discipline, oblige aux athlètes une polyvalence. Ismaël Ligani. Chaque athlète doit concourir dans les 5 disciplines selon les règlements en vigueur en démontrant à la fois polyvalence, endurance, précision et esprit d'équipe. Les 5 disciplines du pentathlon moderne sont l'escrime, la natation, les obstacles qui est un parcours militaire, la course à pied et le tir combiné avec la course à pied. Le pentathlon moderne, un sport complet, alliant l'explosivité de l'escrimeur, la concentration du cavalier, l'adresse du tireur, l'endurance du nageur pour consacrer le plus complet des athlètes. Chronique judiciaire. Chantage et extorsion dans les visas de la chronique judiciaire en rediffusion. Si le premier utilise par exemple des menaces, des révélations, le second par contre emploie directement la force pour arriver à ses fins. Tous les deux sont sévèrement punis par le code pénal. Plus d'explications avec Garibou Pérou. À la fois sombre et pernicieux, le chantage est une manipulation. Le maître chanteur force une personne à agir contre sa volonté. Il menace de divulguer les informations sensibles, embarrassantes, voire compromettantes. Il importe peu la forme, le chantage expose son auteur à de lourdes sanctions. Dr Oumar Kone, enseignant-chercheur à l'université Kourkanfouga de Bamako. Il s'agit pour une personne qui va effectivement menacer de révéler des informations de caractère diffamatoire. Et l'objectif est recherché in fine, c'est pour avoir auprès de la personne chantée une renonciation, par exemple une signature de dette. Je peux vous chanter si vous ne me faites pas une fausse attestation de dette ou bien de promesse, je vais révéler telle ou telle information à votre encontre. Donc tout ce qui porte atteinte à l'honneur, le maître chanteur va effectivement aller dans ce sens-là pour effectivement avoir quelque chose à la personne chantée. Et le code nous dit, notamment à l'article 321-59, quels sont effectivement ces moyens-là. Il s'agit effectivement soit d'obtenir une signature, soit une renonciation, ou bien la remise d'un fonds de valeur. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être un papier. A contrario, nous avons l'extorsion. Elle est définie par le Code pénal dans son article 414-1 comme l'exercice de la force, de la violence, de la contrainte pour obtenir la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque. Ici, dans l'extorsion, on a de la violence. Vous-même, comme vous le savez, la violence, la menace et la contrainte sont des infractions à part entière dans le Code. Mais ici, elles ne constituent pas des infractions, mais elles constituent une composante d'une infraction, qui est l'infraction d'extorsion. Donc on va faire par tout moyen, une personne va essayer d'exercer de la violence, de la force, de la contrainte sur une autre personne pour que cette personne-là accepte de lui donner une signature ou de renoncer à un droit ou de lui remettre des fonds, des valeurs. Vous voyez? Alors même que dans le chantage, ce n'est pas le cas. C'est pour mettre la pression sur le mal, une pression psychologique, sans pour autant que ça soit la force. Et quand ça devient de la force, automatiquement on tombe dans l'extorsion. Mais du côté de l'extorsion aussi, quand on fait simplement une simple pression psychologique, là on tombe dans le chantage. Régis par les règles de droit, le chantage et l'extorsion ne sont pas autorisés au Mali. Quiconque se rend coupable sera donc puni. Si nous prenions l'article 321-59 du Code pénal, le chantage est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 100 000 francs. Quand on va à l'article 414, concernant l'extorsion, puni d'abord d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende. Voilà, mais on peut effectivement l'interdiction de séjour ou l'incapacité d'exercer une fonction publique qui peuvent être prononcées. L'extorsion va aussi s'adresser aux saisies qui va détruire ou détourner un bien mis en gage. Alors, comme toute infraction, tout trouble à l'ordre public a des conséquences. Déjà, le seul fait même de troubler l'ordre public, c'est déjà une conséquence. Or, par principe, les règles sont édictées pour éviter tout trouble à l'ordre public. Si vous chantez une personne en vue d'avoir quelque chose,
la personne l'aurait fait contre son gré. Ça veut dire que, déjà, vous avez atteint même dans son patrimoine et dans sa dignité. D'ailleurs, le Code les prévoit que lorsque l'infraction d'extorsion a abouti effectivement ou s'adosse sur une peine criminelle, que le coupable, la peine criminelle serait appliquée à l'auteur. Le chantage ou l'extorsion vise en effet à obtenir le même résultat, l'un ou l'autre commis en raison du genre, de maladie ou d'une quelconque particularité de vulnérabilité constitue pour le code pénal des circonstances aggravantes, puisque aggravantes, les peines prévues sont encore plus lourdes. C'était la chronique judiciaire et c'était la signature de Garibou Pero, chronique qui met d'ailleurs un terme à cette édition qui vous a été servie par Alimata Ouattara à la mise en onde, Badji Touré et Bekay Sissé à la mise en ligne et au micro Brahma Traoré. Juste après moi, Moussa Koulibaly s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous où que vous soyez.